12 citoyens, l'émission Société d'UGOP Radio. Bonjour à tous, bienvenue sur UGOP Radio et aujourd'hui pour l'émission 12 citoyens, nous allons parler de musique et de harpe plus précisément avec notre invité spécial Raphaël Budin. Bonjour monsieur. Bonjour Sacha. Vous êtes gérant d'un magasin dans le 12e arrondissement qui s'appelle la Harposphère. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas ce magasin, peut-être est-ce que vous pouvez en parler rapidement et puis vous présenter aussi par la même occasion? Alors oui. Donc moi c'est Raphaël Budin, comme vous le disiez. Je suis gérant de Harposphère depuis 2023. C'est une entreprise familiale qui existe depuis bientôt 50 ans. D'accord. Qui est destinée, dévouée ou dédiée à la harpe et aux harpistes. Okay. Donc qui a de multiples activités autour de la harpe. D'accord. Voilà. Et quelles sont un petit peu les activités? Donc j'imagine que vous vendez des harpes, premièrement. Alors, il y a 3 types d'activités, on va dire, si on les classe. Il y a des activités commerciales. Donc, effectivement, on vend des harpes, on vend des accessoires, parce que la harpe, c'est beaucoup de cordes. Donc, on vend beaucoup de cordes. Effectivement. C'est beaucoup de partitions, c'est des accessoires divers et variés qui vont avec... D'accord. Et puis vous mentionnez que c'est une entreprise familiale. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu plus sur l'origine du projet? Il me semble que c'est votre mère qui était harpiste au départ. Oui. Alors, ma mère était harpiste, effectivement. En fait, l'histoire a commencé, je sais pas, il y a peut-être 55 ans, je dirais, ou 60, quelque chose comme ça. Ma mère était harpiste, et comme toutes les harpistes, elle a cassé sa harpe. Oui. Voilà. C'est des instruments fragiles, qui se dérèglent. À l'époque, il y avait assez peu de luthiers, de facteurs de harpe. Oui. Il y en avait un, je crois, en Île-de-France, mais c'était assez compliqué quand même. Il y avait très peu de choix de harpe. Il y avait des harpes, Salvi, les harpistes connaissent, qui avait à peu près le monopole, je pense, je crois. Et quand on cassait sa harpe, alors il fallait qu'elle reparte à l'usine Salvi qui était dans le nord de l'Italie. Ça coûtait très cher. C'était assez long, compliqué. Voilà. Et mon père, qui en fait a démonté l'arbre de ma mère et a commencé à regarder comment ça fonctionnait, puis à réparer bricolant, en fait. Presque comme du bricolage de meubles, en fait. Totalement. Presque. Okay. Exactement. Totalement autodidacte. C'était pas du tout son métier. Et puis ça a marché. La harpe a fonctionné. Du coup, ma mère, qui avait toutes ses copines qui ont appelé ma mère en disant tiens, tu veux pas que ton mari regarde comment. Et puis voilà, de fil en aiguille. Donc ça a fait et de fil en aiguille, il a créé. Il s'est dit tiens, je vais faire ça, je vais inventer ce métier. Oui, il l'a presque inventé en France en tout cas, parce que c'était pas du tout le cas. Non. C'est une super histoire en fait. Je pense que, alors pour que nos auditeurs comprennent peut-être, alors moi je suis harpiste aussi, donc je comprends bien le fonctionnement et le caractère un peu exceptionnel de cette histoire-là, parce qu'effectivement, la harpe c'est pas comme une flûte ou c'est pas comme n'importe quel instrument. Il y a beaucoup de techniques derrière. Est-ce que vous pourriez peut-être rappeler en fait pourquoi on a besoin d'un atelier de réparation pour une harpe? En quoi c'est pas non que un instrument, mais aussi presque une œuvre d'art, quelque chose d'artisanal, et peut-être le fonctionnement rapidement de la harpe. Alors rapidement, ça va être compliqué. Oui. Bon, alors dans les grandes lignes, oui, c'est vrai que il faut un peu de détails, mais bon. Non, dans les grandes lignes. Alors, je sais pas, pour essayer de simplifier ce que c'est qu'une harpe. Une harpe, c'est un triangle de bois. Oui. Qui est constitué donc de 3 parties. En haut, c'est ce qu'on appelle la console, la colonne et la table avec la caisse de résonance. Donc c'est un triangle de bois qui permet de porter des cordes qui sont sous tension. Pour une harpe de concert, il faut imaginer qu'il y a 47 cordes et que la tension, la voisine est 3000 kilos, les 3 tonnes. Oui, donc c'est impressionnant quand même. Oui, bien sûr. C'est énorme en fait. Donc c'est un objet structurel en fait. C'est une structure acoustique, puisque c'est un instrument de musique avant tout, mais c'est un objet, c'est une structure. Cette structure, elle a tendance forcément avec le temps à se déformer, à se voiler, à casser. Et donc ça, c'est la partie réparation de la structure. Et puis la harpe, c'est une mécanique, parce que c'est un peu comme le piano, si vous voulez. C'est-à-dire que le musicien ne fabrique pas sa note. Il pince une corde et c'est la note qu'il faut. Contrairement au violon, où, vous savez, où on fabrique la note. La note. Donc, mais pour arriver à ça, c'est pas comme le piano, vous avez toutes les touches de toutes les notes.
Vous avez, pour ceux qui font de la musique, il y a la gamme, les do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, et puis vous avez toutes les altérations. Vous avez le do dièse, c'est les touches noires, par exemple. Sur l'harpe, on ne peut pas avoir autant de cordes que ça. Ça serait trop serré, ce serait un instrument monumental et beaucoup trop tendu en plus. Donc il manque des cordes, il manque des notes. Et ces notes, elles sont altérées par une mécanique assez compliquée quand même, qui sont... Alors, il y a deux types de harpes. Il y a les harpes à levier, les petites harpes celtiques, où là, ce sont des petits leviers qui sont sur la partie haute et qui permettent de moduler d'un demi-ton la note. Exactement. En changeant la longueur de vibration de la corde. Comme une guitare. Et puis, sur les harpes à pédales, vous avez 7 pédales, donc une pédale par note. Et chaque pédale permet 3 modulations. Donc, c'est ce qu'on appelle la double mouvement. Vous imaginez la transmission mécanique entre les 7 pédales et les doubles mouvements des fourchettes qui vont changer la longueur de vibration des cordes. Ça en fait. Donc ça, c'est pareil, ça peut casser. Donc là, il y a de la réparation. Et puis, il y a un autre volet important dans un atelier de réparation de harpe, c'est le réglage et la justesse. C'est-à-dire, ce sont tous ces petits réglages qu'il faut faire constamment, régulièrement. Pour pouvoir être en harmonie, pour pouvoir jouer avec d'autres, pour pouvoir jouer les bonnes notes. C'est exactement. Pour avoir le bon demi-ton. Donc, c'est du réglage, en fait. Ça se dérègle, il faut régler régulièrement. Non, merci pour ces explications. Effectivement, je pense que c'est, pour beaucoup, c'est une découverte et c'est pas facile de comprendre du premier coup comment ça fonctionne. Et puis, ce que je trouve vraiment, une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup l'harpe, c'est qu'il y a quelque chose de très beau juste dans l'objet déjà, et qui fait référence aussi à tout un univers de musique classique, un univers très ancien et auquel on associe beaucoup la harpe. Pour la plupart des gens, ils pensent à cette harpe dans les salons avec de la musique classique. Mais cette mécanique dont vous parlez, elle permet de faire beaucoup plus de choses que juste de la musique classique. Et donc, depuis plus ou moins récemment, quand même, on voit des harpistes qui s'essayent à différents genres musicaux. Et vous, dans votre atelier, vous accueillez différents artistes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Quels sont les différents styles musicaux que vous voyez passer dans votre magasin? Oui, en fait, ça reprend un peu votre première question, c'est les différentes activités d'Harposphère. Oui, exactement, voilà, c'est ça, on y revient. Donc, il y avait une activité commerciale, c'est ce qu'on disait au début, il y a une activité d'atelier, on vient d'en parler, et puis il y a une activité de service, en fait, de service, et ces services, l'objet qu'on s'est donné, on va dire, c'est de faire entendre ou de découvrir ou de permettre, c'est très modestement, on n'est pas les seuls du tout, mais les différents répertoire de la harpe. C'est-à-dire que la harpe a en fait un grand répertoire et des grandes possibilités. Et donc l'objet, alors on organise des concerts. On a une maison d'édition aussi, on édite des partitions. C'est ça, j'allais venir. Ah, pardon. Non, il n'y a pas de mal, justement, c'est bien. On a une classe de harpe, voilà. Donc toutes sortes de services qui permettent d'accéder le plus facilement à la harpe et au répertoire de la harpe. Voilà. Donc la harpe, effectivement, est connue pour son côté un peu romantique, Marie-Antoinette, etc. Exactement. Mais en fait, c'est loin de n'être que ça. C'est ça aussi, mais c'est pas que ça. Donc c'est des concerts dans lesquels on s'attache à faire venir des artistes d'univers très différents. D'univers très différents, oui. Moi, je me souviens, à titre personnel, être allée l'année dernière au concert, comme je vous disais, avant cette interview, le concert d'Aurélie Barbet, qui est une harpiste à la fois classique, mais qui fait un répertoire un peu électronique. Et ça avait été un souvenir vraiment génial, parce que on en parlera juste après, mais le dispositif, le lieu de votre magasin fait que l'acoustique est assez génial. Vous, comment vous faites un peu pour sélectionner les artistes que vous recevez? Est-ce que c'est eux qui viennent vous voir, ou est-ce que c'est vous qui allez les chercher justement pour montrer cette diversité-là? Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être quelques noms aussi de gens qui sont venus? Alors, sur la sélection des personnes qui interviennent, on n'est pas une grande salle, on est une petite salle, et notre idée, c'est vraiment, encore une fois, de faire écouter les différents répertoires. Donc, on est très ouvert, en fait, à tous les genres musicaux. On n'est pas là pour juger, pour sanctionner ou je ne sais quoi, ou sélectionner. C'est pas des concours. Voilà, on est ouvert à beaucoup de projets différents. Donc,
et ce qui nous amuse aussi, c'est d'associer la harpe avec d'autres instruments. C'est-à-dire c'est et les répertoires et les associations. Par exemple, la harpe est un instrument qui va très bien avec beaucoup d'autres instruments. Et c'est toujours intéressant de l'entendre. On l'a entendu avec la kora, par exemple. Oui. Musique baroque sur harpe et kora, c'est incroyable. Enfin, ça marche vraiment bien, quoi. On l'a entendu avec toutes sortes d'instruments, voilà, le saxophone, je ne sais quoi, des instruments baroques des aussi, instruments, voilà, c'est ça. etc. La cornemuse aussi. Harpe et cornemuse, la cornemuse, ça marche. En fait, finalement, harpe et tout instrument, presque, ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est ça qu'on essaye de faire. Alors, comment les gens viennent la harpe est un petit milieu quand même, donc tout le monde finit par se connaître un petit peu. Harposphère, il n'y a pas tant d'endroits dédiés à la harpe en France. Donc forcément, les gens viennent à nous assez facilement. Assez facilement. C'est un peu, en fait, vous fonctionnez un petit peu comme un lieu de référence parmi certains lieux qui diffusent l'art. Vous êtes un petit peu quand même une référence pour des artistes. On est 3 espaces à Paris à s'intéresser à la harpe, et les 3 espaces organisent des concerts de la même manière. Et parfois, ce sont même les mêmes artistes qui tournent de l'un à l'autre, souvent. Ce qui est très bien. L'idée, c'est vraiment de pouvoir les entendre le plus possible et de répartir, de se partager. Voilà, donc ils viennent pas mal à nous. Après, on sélectionne forcément, on fait un choix, mais notre choix, il n'est pas tant qualitatif que de montrer une diversité. Alors, il est qualitatif, évidemment, on prend que des professionnels. Mais on ouvre. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir et de faire découvrir en fait largement l'art. Voilà. Oui. Vous parliez un petit peu là, de musique baroque, de musique jazz en harpe, de musique classique, etc. Peut-être qu'on pourrait faire écouter à nos auditeurs quelques petits extraits. On parlait juste avant cette interview de Park Stickney, notamment, qui est un grand artiste. Peut-être qu'on peut le faire écouter à nos auditeurs juste maintenant. Et puis, on va pouvoir peut-être... c'est intéressant de faire vraiment cette comparaison avec un morceau peut-être plus de musique classique pour entendre comment résonne la harpe différemment. Donc, je vous invite à l'écouter maintenant. Voilà, et enfin, peut-être pour finir, un extrait pour faire entendre les différentes sonorités de la harpe. Voilà, je pense que comme ça, nos auditeurs ont un petit peu une idée de à quoi ressemble la harpe, et puis peut-être à la fin de cette émission on pourra redire peut-être les références pour que ceux qui nous écoutent puissent aller écouter et peut-être découvrir même des musiques qu'ils préfèrent et découvrir par eux-mêmes. Bien sûr. On en parlait tout à l'heure, votre magasin, donc, il est situé dans le 12e arrondissement de Paris, sous l'une des arcades du Viaduc des Arts, qui est une galerie en fait, d'art et d'artisans assez unique, parce qu'elle réunit une diversité quand même d'acteurs. Pourquoi vous avez fait ce choix de vous installer ici ? Comment c'est arrivé ? Alors, le choix, on était, alors, mon père s'était installé, en fait, dans le quartier de l'Étoile. D'accord. Et l'espace, moi, quand je suis arrivé, j'étais architecte avant, et l'espace est quand même important. Et pour moi, l'espace, c'est ce qui permet de faire des choses. Voilà. Ça permet de développer des programmes, des idées, des concepts, etc. Et on a cherché un espace plus grand, déjà. Qui permettent de faire justement des concerts, d'ouvrir une classe de harpe, d'augmenter l'atelier, de recevoir plus de monde. Et la ville de Paris on les a sollicités pour trouver un espace, et ils nous ont proposé un espace sous le Viaduc des Arts. Ah oui, c'est la mairie de Paris qui vous a proposé ce... Non, on est allé les chercher. Ah oui, d'accord, mais ils ont rendu ça possible, en tout cas. Ils ont rendu ça possible. d'accord. Ah oui, ils ont vraiment rendu ça possible, ça les a beaucoup intéressés. Oui. Il y avait déjà... En fait, on est arrivé en même temps que l'Olifant, qui s'occupe des cuivres. Oui. On est arrivé 2 mois après, en fait. Ah, c'est marrant. Et il y avait déjà notre voisin, Yann Pourré, qui s'occupe des cordes frottées. Voilà. D'accord. Et on a tout de suite proposé, alors nous, c'est dans mon dossier, d'identifier un espace musical
pas loin de l'Opéra, oui. sous le viaduc des Arts, et puis on répondait parfaitement aux critères du viaduc. Okay. Voilà. Et là, prochainement, vient d'être octroyé, je crois, à Marigot, qui s'occupe des hautbois. C'est top. C'est génial, ça va être un peu un triptyque en fait, musical, à la fois corde frottée, cuivre, harpe. Et est-ce que justement, vous allez développer, parce qu'il y a des projets pour développer des partenariats avec ces différents magasins Alors on en parle. Ok. On en parle. On n'a pas le temps parce qu'on est un peu débordé. Oui, j'imagine. Mais on en parle. Ouais. Moi j'en avais tout de suite parlé avec l'Olifant en fait en arrivant. Il n'y a pas eu le temps de développer l'idée, mais on voulait organiser des concerts ensemble. Surtout qu'on a des clients communs puisque nous en tant qu'éditeurs, on travaille avec par exemple Alexandre Ozunov qui compose pour corps et harpe. Donc c'est parfait. Et ça fait partie des compositeurs avec qui on travaille. Avec qui vous travaillez. Donc il y a des connexions, il y a des choses à faire, ça c'est sûr. C'est chouette. Peut-être avec les hautbois, ça va nous motiver encore plus. On verra. J'imagine surtout que moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que la voûte, le lieu, vous parliez d'espace, donc vous qui êtes architecte, ça donne une acoustique assez particulière, j'imagine, au lieu, où ça aide en tout cas à faire résonner peut-être les instruments plus qu'ailleurs, qu'un autre espace. Alors c'était un lieu, il n'était pas fait pour supporter des trains et des voies de chemin de fer, c'était un lieu pour la musique, parce que le son, non mais je plaisante, mais le son est absolument, l'acoustique du lieu est génial. Fantastique. Et ça c'était inattendu, mais c'était une découverte. Mais... C'est marrant parce qu'effectivement, vous faites bien de le rappeler, le viaduc des Arts au départ c'est quand même une voie de chemin de fer, donc c'est pas une salle de concert comme l'est l'Opéra Bastille qui a été construit pour ça. Voilà. Donc on pourrait penser que c'est fait pour ça, parce que l'acoustique est vraiment exceptionnel. Et vous l'avez entendu avec Aurélie Barbé, c'était amplifié. Génial, c'est vraiment génial. Aurélie Barbé, c'était amplifié, mais quand même, je veux dire, la musique, l'acoustique est fantastique. Non, mais on en parlera. On arrive vers la fin de cette émission. On va encourager nos auditeurs à aller justement voir les concerts que vous faites, que vous proposez au sein de la Harposphère. Vous parliez des cours également aussi, qui est une dernière un peu activité de la Harposphère. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes parmi la communauté des harpistes? Comment vous interagissez un peu avec ces jeunes? Une chose qu'on a remarqué, ça c'est sidérant, c'est un jeune qui vient à un concert de harpe, demande après s'il y a des cours. C'est systématique. C'est impressionnant. Ça attire énormément les jeunes. Ça c'est sûr. C'est un instrument assez incroyable en fait. Et quand on l'écoute, il est sidérant parce qu'il n'est pas du tout là où les gens l'attendent. Comme vous le disiez, on s'attend à une musique un peu comme ça, romantique. En fait, pas que ça. Et ils entendent justement d'autres sons, d'autres possibilités. Et ça les attire énormément. Nous, on n'a pas fait de publicité pour la classe de harpe. On a 22 élèves qui sont 22 adultes d'ailleurs, plutôt adultes pour finir, de gens de quartier qui prennent des cours maintenant depuis 2 ans, qui ont envie de continuer et c'est peut-être une activité qu'on voudrait développer d'ailleurs. Et vous avez pour l'instant une professeure? On a une professeure qui assure les cours en 2 jours, mais on n'exclut pas de prendre ouvrir plus. Il y a une demande, ça c'est sûr. C'est vraiment bien que vous le dites, que vous le dites parce que en tout cas, pareil, comme je le disais avant, moi-même harpiste, souvent on me fait la réflexion, c'est la première fois que je vois une harpiste, c'est la première fois que j'entends une harpe, et pourtant, il y a cet engouement des jeunes, il y a même, je sais que les classes de harpe dans les conservatoires souvent sont assez complètes, donc c'est ce paradoxe un petit peu d'un instrument encore assez mystérieux, et pourtant... Et c'est quelque chose qui se développe, contrairement avec l'époque actuelle où quand même les choses ont une tendance plutôt à diminuer. Oui, c'est vrai. En fait, je ne dis pas qu'on est en pleine expansion, mais la harpe augmente en fait son public quand même sensiblement, je pense, depuis en tout cas ces dernières années. Ça, c'est évident. Parce que plus d'accès, plus de facilité à accéder à l'instrument, plus de classes de harpe dans les conservatoires. Ça, il y en a qui sont ouvertes. Non, c'est génial. Et puis peut-être, grâce à vos concerts, plus d'oreilles qui vont écouter la harpe. Pour finir, est-ce que... J'étais curieuse de savoir si vous aviez un ancrage, un lien particulier avec le 12e arrondissement. Ici, on est chez UGOP Radio, donc la radio du 12, et on s'intéresse aussi aux liens des commerçants avec leur quartier. Est-ce qu'il
Il y a un lien particulier que j'ai un vous lien avez. avec Paris parce que la personne qui a inventé la harpe, c'est un Parisien, puisque c'était Erard, Sébastien Erard, et Pierre Erard qui l'a développé après. Donc c'est un instrument déjà parisien. Il n'était pas dans le 12e arrondissement, mais dans le 12e arrondissement, il y a sa rue. C'est étonnant, mais elle est à 50 mètres de Harposphère, rue Erard. Donc c'est vraiment l'arrondissement des harpes. C'est un signe. Voilà, finalement, c'est une belle manière de finir cet entretien. Voilà, le 12e arrondissement des harpes. Voilà. Et on arrive un petit peu au terme de notre entretien. Peut-être rappeler rapidement les prochains événements qui vont se dérouler à la Harposphère. Il me semble que vous avez 2 concerts qui sont à venir. On a 2 concerts qui arrivent. Tout à fait. On a un premier concert qui est de l'harpe un peu arabo-andalouse avec une espagnole d'origine italienne qui vient jouer sur grande harpe. Ça va être très beau. Ça va être un très beau concert. Et ensuite, on a du jazz avec harpe et saxophone. Alors voilà. Il faut venir parce que ça va être fantastique. Ça va être génial. Bon, super. Et alors, on peut s'inscrire, il me semble, sur le site internet. Sur le site internet de Harposphère, ou sur Instagram, ou sur ou téléphoner, ou passer. Voilà, de faire un coucou au magasin. Donc, le site internet, c'est www.harposphère.com, c'est ça, si je ne me trompe pas. Et votre Instagram, c'est... Harposphère. Harposphère, tout court. Voilà. Harposphère avec une harpe dessinée. Donc, Voilà, Harposphère avec un H au départ, évidemment. Il ne faut pas oublier, sinon on ne trouve pas. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Budin, d'être venu parler au micro de Hugop Radio. On vous attend, les auditeurs, pour les concerts prochains à la Harposphère. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Vous aussi, merci. 12 citoyens. L'émission Société d'Hugop Radio.